Bienvenue chers amis dans notre dernier numéro de Perles de Culture de la saison et tout de suite nous filons au cinéma avec vous, mon cher Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, donc nous allons aujourd'hui parler de Playtime, film de Jacques Tati. Playtime, exactement, film de Jacques Tati, 1967. Alors pourquoi parler de Playtime de 1967 alors qu'on est en 2014 ? Eh bien parce qu'il ressort, figurez-vous. Il ressort au cinéma complètement numérisé, plus exactement il est ressorti la semaine dernière. Dans quelques cinémas, évidemment, on ne s'attend pas à le trouver dans les supermarchés de province, mais en tout cas dans les cinémas de qualité il est ressorti, donc un film de 1967. Il y a des cinémas de qualité aussi en province. Hein. J'ai dit supermarché. Mais peut-être que dans certains supermarchés de province, on finira par le trouver. Après tout, Christéros, ça a commencé comme ça. Et donc entièrement renumérisé et restauré, bien entendu, et ressorti pour notre plus grand plaisir, parce qu'il faut dire que vous et moi qui n'étions pas nés dans les années 60, nous ne l'avions pas vu. Voilà, en tout cas, pas vu comme on doit le voir, c'est-à-dire au cinéma, sur grand écran, puisque vous savez que Tati dans ce film tournait dans un très très grand format, exprès pour qu'on puisse voir la ville en grand, voilà, et non pas qu'on soit en Super 8, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire qu'on voit le détail uniquement. Donc l'intérêt du cinéma pour ce film est tout à fait évident. Dans quel contexte ressort justement ce film ? Quelle initiative ? Qui a intérêt à faire ? Alors en fait c'est les descendants de Jacques Tati qui ont racheté ses droits, puisque en fait ce film a été un échec commercial cuisant. Il est sorti après Mon oncle, après Les vacances de Monsieur Hulot, hein, qui sont des chefs-d'œuvre incontestés, qui ont valu à Tati des rentrées d'argent considérables et un succès populaire mondial, puisqu'il a même eu un Oscar à Hollywood pour un de ses films. Il écrit Playtime, qui est tourné entre 64 et 67 pendant 3 ans, qui est un échec commercial, de telle sorte que Tati perd non seulement sa maison de production, mais aussi sa maison tout court et ses droits, qu'il est obligé de vendre pour à peine 120 000 francs. Il ne s'en relèvera quasiment jamais. Hein. Il écrit d'autres films après qui seront produits, mais aucun avec cette ambition. Playtime, c'est un film qui, en équivalent d'euros actuels, aurait coûté plus de 50 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est l'équivalent d'un gros budget, d'un gros film hollywoodien. Et ses descendants donc ont racheté ses droits et renumérisent les films pour les ressortir les uns après les autres. Donc c'est le tour de Playtime, qui est probablement celui qui a eu le moins de succès à sa sortie, qui a été le plus décrié aussi. En tout cas, c'est un film qui n'a pas laissé indifférent le public, puisque certains ont jugé que c'était un navet monumental, d'autres que c'était un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Donc on laissera nos amis ici se faire leur propre opinion. Moi, je vous avoue qu'au début, j'ai bien cru qu'on était dans un navet monumental. Le film dure un peu plus de 2 heures. Les premières 40 minutes sont quand même un tout petit peu chiantes, si vous me passez l'expression, mon cher Olivier, mais avec le t-shirt que vous portez aujourd'hui, on peut se lâcher un petit peu. Et puis ensuite, ça prend son sens. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui s'intéresse à la modernité. Qu'est-ce que la modernité ? Alors, la modernité des années 60, hein, bien entendu, et pour quelqu'un de la génération de Tati, qui est né en 1907, donc qui commence à avoir une cinquantaine d'années dans les années 60, et on est à une époque, vous le savez, l'époque de la reconstruction, l'époque des buildings, l'époque où le passé est perçu comme étant quelque chose d'inutile. Et donc Tati nous propose une version de Paris qui est une ville purement fantasmée, bien entendu, faite de buildings, faite de tours, de choses uniquement modernes. C'est-à-dire que Paris, dans sa vision, n'existe plus sous sa forme actuelle. On n'a gardé que les monuments, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, bien entendu, et tout le reste n'est que building. Quand on voit le film, c'est un aspect quand même extrêmement négatif de Paris qu'il essaye de retranscrire. Eh ben, je sais pas en fait. Au début, j'étais tenté de dire oui. C'est-à-dire qu'au début, on voit une Américaine qui arrive à l'aéroport, donc on pense qu'on est toujours à l'aéroport. Et puis petit à petit, avec une série d'images, on comprend qu'en fait, on est dans Paris, donc dans un Paris qui n'existe pas. Il a reconstitué une ville hein, pour tourner ce film. C'est aussi pour ça que le film a coûté très cher à Joinville, avec des immeubles, etc. Et du coup, on comprend qu'on est dans le cœur d'un Paris, qui est donc un Paris fantasmé. Alors, est-ce qu'il faut y voir un message qui serait « attention, la modernité en soi, la modernité pour la modernité n'a pas de sens et gardons-nous de faire de Paris
ce que je montre dans le film. Est-ce qu'il faut y voir plutôt le miroir de la société contemporaine qui est celui de l'uniformisation et de la perte du sens? J'en sais rien. Je pense que chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. Probablement que les gens qui l'ont vu en 67 n'y verront pas ce que nous, on peut y voir en 2014, et probablement que nos petits-enfants en 2054 y verront encore quelque chose de très différent. Et tant mieux. Néanmoins, donc c'est quand même un film qui s'intéresse à la modernité, à la fois sous son angle le plus triomphant, hein, c'est les nouvelles matières, c'est les transports, c'est l'ouverture sur le monde avec cet aéroport dans lequel on croise des Italiens, des Japonais, des hommes de pouvoir, des femmes, des Américains, enfin c'est vraiment un brassage international. Et en même temps, la modernité est quand même largement ridiculisée à travers un certain nombre de choses, notamment dans les trois premières scènes. Tati se retrouve dans un bureau, alors Tati qui joue lui-même dans le film, qui est le fameux Monsieur Hulot avec sa pipe. Tati se retrouve dans un bureau qui est d'un vrai building moderne. Et dans ce bureau, il y a toute une série de quiproquos où on voit que, donc c'est des bureaux modernes, où chacun a son téléphone avec des dossiers tout bien rangés, etc. Chacun a son petit box individuel, et on voit l'inutilité de ce système qui en fait est grotesque. Voilà, et Tati le rend grotesque. Donc on voit bien qu'à travers ça, il cherche aussi à dénoncer cette espèce de mondialisme, si tant est qu'on puisse parler de mondialisme avant l'heure, oui. De mondialisme avant l'heure, c'est-à-dire où tout doit être net, droit, moderne pour être moderne, mais où tout n'a pas forcément de sens. Voilà, il se retrouve après dans une exposition où on invente la porte silencieuse et le balai muni de phares, qui sont évidemment des inventions grotesques. Enfin, donc et qui, même si elles font l'admiration des Américaines qui les regardent, le téléspectateur ou le spectateur comprend bien qu'on dénonce quelque chose de grotesque. C'est un peu du 1984, moins politique finalement, plus esthétique. Oui, alors je ne sais pas s'il y a la même recherche que dans 1984. En tout cas, on peut rapprocher ça de certains films de Kubrick par exemple, mais je pense que dans 1984, il y a un vrai discours politique qui est un discours sur le fascisme, enfin on peut l'appeler... ou sur le totalitarisme. Ou le totalitarisme, enfin c'est grosso modo la même chose. Ou sur le capitalisme également, puisque... Oui, enfin sur une forme de pouvoir mondialisé, etc. Là, je ne sais pas si on peut vraiment parler de ça. En revanche, on a clairement un monde imaginaire qui pour moi est un repoussoir, qui est un monde fait de nouveaux matériaux, fait d'uniformisation, fait aussi d'une vie qui n'a pas tellement de sens. Il y a un moment où on voit Tati arrive chez un de ses camarades de régiment qu'il croise dans la rue, et ce camarade l'invite chez lui. Il habite au rez-de-chaussée, son appartement est tout en vitrine, donc de la rue on voit ce qui se passe chez lui, et là on voit donc cette famille qui regarde la télé tous ensemble, et Tati recule la caméra et donc on voit cet immeuble, on voit plusieurs appartements et tout le monde regarde la télé en même temps. Donc c'est exactement ce qu'on peut ressentir quand on va dans un immeuble ou dans une cour d'immeuble moderne par exemple, et que vous voyez toutes ces pièces qui sont alignées les unes au-dessus des autres, qui sont toutes les mêmes. Vous avez les cuisines au-dessus des cuisines, les salons au-dessus des salons, et les gens font tous la même chose à la même heure. C'est quelque chose qui moi m'a toujours effrayé. C'est, comme disait Bonnie de Caslan, le grand mondain du début du XXe siècle, ces appartements, c'est comme vivre dans les tiroirs d'une commode, vous savez, où tout le monde vit de la même manière. Et je pense que c'est ça que dénonce un petit peu Tati, c'est-à-dire la perte de sens de la société contemporaine. Alors évidemment, il faut replonger ça encore une fois dans le contexte de l'époque, qui est celui de l'effacement du passé, où on construit des buildings dans le monde entier. C'est l'époque où à Paris on fait, vous savez, tous ces grands immeubles coloniels, avec ces vitres fumées, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas que la société contemporaine corresponde tellement à ça, même si peut-être dans nos cœurs, on est très mondialisé, très uniformisé, etc. En tout cas, heureusement, Paris... il y a des quartiers qui se rapprochent du quartier de la Défense à Paris. Clairement. On peut y faire penser. Oui. Clairement, mais qui est un quartier de bureau. Enfin, il y a quand même des gens qui y habitent. Mais si on va dans le quartier tout ça, de la bibliothèque François Mitterrand, typiquement, on est dans un quartier moderne qui ne ressemble pas à grand-chose, avec ses grandes avenues, avec ces immeubles indifférenciés entre le bureau et l'habitation. Et effectivement, on pourrait se croire dans Tati par moment. Alors après,
donc c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui esthétiquement est assez intéressant, surtout pour la scène finale. Donc je ne parle pas de la scène finale volontairement, mais j'invite nos spectateurs à aller le voir. Et puis il y a une scène qui est très amusante. Alors ce qui est intéressant chez Tati, comme dans tous ses films, c'est que le rapport au rire n'est pas un rapport au rire au sens où, comme chez De Funès par exemple, dont on dira un mot tout à l'heure, où Tati serait celui qui fait rire par opposition au monde entier. Chez Tati, tout le monde peut faire rire, et en fait ces films sont des conglomérats de figurants dans lesquels il n'y a jamais d'acteurs célèbres ou très peu d'acteurs célèbres. Et y compris les figurants font rire. Et il y a une scène qui se passe dans un nightclub, donc là on est aussi dans l'incarnation de la société moderne, qu'un nightclub assez chic quand même, où il y a les dames en fourrure, etc. C'est aussi un restaurant. Et tout tombe un peu, enfin on voit l'endroit qui vient d'ouvrir, qui n'est pas encore tout à fait fini, et à la fois dans les clients et aussi dans les serveurs, etc., il y a des choses qui sont vraiment burlesques et qui font rire. Voilà, ce qui n'est pas le cas du début du film, où pour le coup on est vraiment dans une espèce de miroir du monde moderne qui n'a pas de sens. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ça permet de faire une détente au milieu du film après les 40 premières minutes qui sont un peu lourdes, oui, si on n'est pas habitué au film lent. Le film dure 2 heures. Alors initialement il devait durer 3h25 et Tati lui-même l'a coupé après la première projection. Donc heureusement, parce que sinon on n'en sortirait pas. Et c'est vrai que le début pour moi a vraiment une espèce de discours social, alors que la fin, ou en tout cas la seconde moitié, on passe ce discours à travers le rire et ça passe infiniment mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'initialement, Tati voulait qu'à la toute fin du film, il y ait une scène qui se projette par une sorte d'ombre chinoise dans la salle pour montrer aux spectateurs assis dans la salle du cinéma que le film s'inscrivait dans le monde réel. Alors, même si évidemment Paris est fantasmé dans ce film, ça montre bien que pour Tati, il ne s'agissait pas juste de dénoncer un fantasme, mais de plonger le spectateur dans son quotidien, ou en tout cas de lui montrer que son quotidien pouvait être, par certains côtés ou à terme, de cet ordre-là, de l'ordre de ce qu'il dénonce. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bon, il n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'avait pas assez de moyens pour le faire, de moyens financiers. Et je ne sais pas si c'est dommage ou très bien, parce qu'aujourd'hui on trouverait probablement ça grotesque, même si c'était du 3D avant l'heure. En tout cas, c'est un film à voir et à revoir, pas pour les enfants. Mais je pense que c'est un film qui fait réfléchir, qui n'est pas forcément le film le plus drôle du monde ou celui qui est le plus connu de Jacques Tati. Le plus connu, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot, que tout le monde a vu, ou en tout cas que tout le monde devrait voir. Mais je le recommande. Je le recommande chaleureusement. Donc c'est la bonne nouvelle de la semaine. C'est la bonne nouvelle de la semaine. Alors on peut parler aussi d'un autre film qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, qui est American Nightmare, cauchemar américain, pour faire plaisir à Anne Brassier qui nous regarde de loin. Alors l'idée c'est quoi dans American Nightmare? C'est le deuxième opus de ce film-là, de cette série-là, devrait-on dire. L'idée c'est que dans une Amérique refondée, dont on devine qu'elle avait un certain nombre de problèmes sociaux qui sont les problèmes de la société contemporaine, criminalité, délinquance, etc., etc. Cette Amérique a été refondée avec de nouveaux pères fondateurs qui ont donné une espèce de soupape, comme un peu les carnavals du Moyen-Âge, sauf que dans cette soupape, on a le droit de tout faire. Ça s'appelle la purge, ça dure une nuit entière, une fois dans l'année, et pendant cette purge, tout est permis, y compris le meurtre. Alors il y a eu un premier opus de ce film qui est sorti l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, où on voyait une famille américaine se faire massacrer, une famille toute propre sur elle, toute gentille, dans un quartier chic, etc., se faire massacrer par ses voisins, aussi tout propre sur eux. Là, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Dans celui-ci, il y a un vrai discours social, puisque en fait on comprend que cette purge, c'est aussi l'occasion pour le pouvoir d'éliminer les indésirables, c'est-à-dire d'éliminer les pauvres, d'éliminer les minorités ethniques, etc. Et je pense que c'est un film qui, dans le monde actuel, fait forcément sens, même si en lui-même, encore une fois, il n'a pas beaucoup d'intérêt, tout ça est très convenu, mais on peut penser à ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, on peut penser à ce qui se passera probablement dans notre pays un jour. C'est évidemment celui de la purge permanente, alors de la purge pour des raisons ethniques ou religieuses,
mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Et puis vous parliez de soupape, mais c'est aussi cette idée de catharsis, de permettre aux gens un court instant, d'avoir un court instant de bonheur. Et ce qui est aussi proche de l'actualité, la Coupe du Monde, c'est une soupape un peu pour le capitalisme aux abois, qui dans un pays comme le Brésil, qui est sinistré, a permis aux gens, ça a plus ou moins plu d'ailleurs, de passer un bon moment, ou en tout cas de croire passer un bon moment. Mais en France aussi. Et de s'évader, oui, de la même manière. En France, on a fait semblant d'oublier le chômage pendant quelques semaines. Les gens étaient ravis. Bon, ils replongent maintenant, c'est comme la drogue, il y a une phase up et une phase down, mais c'est pas grave. C'est vrai que pendant les 3 semaines ou les 4 semaines de la Coupe du Monde et du Tour de France, on oublie les petits problèmes du quotidien, ce qui permet aux hommes politiques de faire passer des lois stupides ou dangereuses. C'est toujours le cas pendant l'été. Je suis sûr que à la rentrée, nos amis spectateurs seront ravis de tout ce qu'on a fait pendant cette Coupe du Monde. On peut peut-être dire un mot avant de nous quitter, parce que le temps passe, de Louis de Funès qui aurait 100 ans. Comme le temps passe, oui. Comme le temps plaisir à Anne Brassy. N'est-ce pas de Louis de Funès qui aurait 100 ans cette semaine, qui est mort évidemment il y a bien longtemps. Les différentes chaînes de télévision repassent un certain nombre de ses films. Alors certains sont merveilleux, d'autres un peu moins. Quel est votre film préféré de Louis de Funès ? Vous savez pas, vous n'êtes pas un fan de Louis de Funès ? Si, mais le premier qui vient à l'esprit, c'est La Grande Vadrouille, mais c'est certainement pas La Grande Vadrouille, mais... c'est un film culte. Moi, j'aime Fantomas, par exemple. Fantomas, très grotesque, mais ça fonctionne très bien. Et pour moi, mon préféré, c'est Oscar. Alors Oscar, c'est une pièce de théâtre, une des dernières qu'a fait Louis de Funès, qui était très très fatigué quand il l'a fait, parce que c'était un rôle assez consumant d'énergie et d'esprit. Ça a été adapté en film, je pense, dans les années 70, j'ai plus la date en tête. C'est un film très court, qui doit durer 1h20, 1h25. C'est plein de rires, plein de quiproquos, très burlesque évidemment. Alors comme toujours, c'est dans des atmosphères et des décors un peu surréalistes, comme c'est très bien la rencontre de son gendre. Proposé Louis de Funès, qui rencontre son gendre, ou plus exactement, un gendre frappe à la porte et lui demande la main de sa fille. Et il n'a jamais entendu parler de ce monsieur, il ne savait pas que sa fille était amoureuse de lui. Et puis par une série de quiproquos, on s'aperçoit qu'en fait ce gendre demande la main d'une fille qui n'est pas celle de Louis de Funès, etc., etc. Je ne dévoile pas l'intrigue, mais pour moi c'est le meilleur, c'est mon film coup de blues. Il y a l'avare sinon, qui est exceptionnel aussi. Évidemment. Moi, quand j'ai un petit coup de mou, je regarde Oscar ou La Soif de l'or. Donc, il s'appelle pas La Soif de l'or, qui est interprété de Ruy Blas, vous savez, qui se passe dans l'Espagne du XVIIe siècle ou du XVIe siècle peut-être, avec ses répliques extraordinaires qui pourraient s'adapter à tous les hommes politiques d'aujourd'hui. Quand Louis de Funès, qui est donc ministre, se fait renvoyer et il dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. » On parlait politique à l'instant. Cette phrase est merveilleuse et je pense qu'elle peut être adaptée à tous nos hommes politiques actuels qui, effectivement, ne savent rien faire et ils le prouvent tous les jours. Voilà, sur ces bonnes nouvelles, mon cher Olivier, je vous souhaite de bonnes vacances. Et à très bientôt à la rentrée, probablement. On se retrouve à la rentrée. Chers amis téléspectateurs, je vous souhaite aussi de très bonnes vacances et j'espère vous retrouver encore plus nombreuses et plus nombreux pour Perles de culture avec Anne Brassier. Amis de TV Liberté, bonjour. Dans cette séquence Je lis donc je suis, nous recevons aujourd'hui Marie-Christine Douels. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Anne. Marie-Christine est écrivain. Elle a écrit Folle, moi, sur un récit de son enfance. Sous son aile, un refuge, qui est le récit d'un très beau voyage à Medjugorje. Entre autres. Et des apparitions de la Sainte Vierge. Et depuis 14 ans, vous vous occupez des enfants drogués. Vous avez créé une association, Enfants sans drogue. 250 000 collégiens sont passés entre vos mains. Lycéens, étudiants. Oui, lycéens, étudiants, absolument. Le terme est générique. Et vous avez fait un nombre infini de conférences sur les pièges de la drogue. J'ai ouvert la télévision une nuit d'insomnie et je suis tombée sur un reportage effrayant, donc au jour de cette année, à Val d'Isère, sur les pistes, en plein jour,
Un restaurant accueille des centaines de jeunes avec une musique extrêmement pulsée, de la boisson, les gens dansent et bien sûr, des trafics de drogue, des gens qui ne peuvent même plus redescendre à la station à la fin de la journée. Est-ce que vous avez l'impression que le phénomène se répand, s'agrandit, ou est-ce qu'il stagne, ou quelle est votre impression? Alors, c'est pour cette raison que j'ai sorti « C'est quoi la drogue ?» au mois de septembre. J'avais pas, vous savez, c'est pas une envie de travailler sur la drogue, c'est un besoin. J'ai vraiment l'impression que ces petits livres, ce genre de petits livres, va aider les familles. Il aide le dialogue entre le jeune et sa famille, parce qu'il y a un mur de silence entre l'adolescent et ses parents. Donc tout sauf le silence. L'adolescent disant tranquillement « Ne t'inquiète pas maman, tout le monde le fait ». Tout le monde en prend. Voilà. Voilà, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et la mère et l'adolescent disant « C'est pas plus dangereux qu'un verre d'alcool oui. ». Alors je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils disent ça, parce que les parents ignorent souvent, même les jeunes. Vous savez, quand je vais... ce qu'est la drogue, quand je donne une conférence, eh bien, parfois j'ai 300 jeunes devant moi, puisque maintenant j'en suis à 300 000 jeunes. Bon, on a gardé 250 000, on ne va pas compter. Et je leur dis que je connais mieux la drogue qu'eux. Ce qui est vrai. Bien sûr. Je la connais beaucoup mieux. Bien Pourquoi? Eh bien parce que je suis allée dans beaucoup de pays du monde. Je suis allée à Los Angeles, je suis allée à New York, je suis allée en Bosnie, je suis allée en Italie, je suis allée en Allemagne, je suis allée en Suisse. Et j'ai rencontré des toxicomanes. J'ai rencontré des toxicomanes abstinents. Ce n'est pas la peine d'aller dans les hôpitaux psychiatriques. Ce ne sont que des zombies qui ne peuvent ni s'exprimer ni marcher. Donc ceux-là, on les laisse. Mais ceux qui sont abstinents et qui ont demandé de l'aide pour sortir de la drogue, c'est-à-dire les toxicomanes, et qui s'en sortent, parce que moi j'en ai rencontré qui sont... J'ai même rencontré des prêtres qui avaient été chez Sœur Elvira et qui étaient sortis de la drogue. On sort de la drogue. Après, évidemment, on n'est plus le même. Jamais. Mais enfin, tous ces jeunes ne savent pas, ne connaissent pas, surtout un collégien, ne sait pas qu'il y a, admettons, environ 80 sortes de cannabis qui circulent sur Paris. 80 sortes. Alors, si je tire sur un joint de Nederweid, c'est évidemment pas la même chose que sur un joint d'Aya. C'est comme si je vous disais, Anne, nous allons prendre un litre de vodka. Eh bien, vous ne sortirez pas la même qu'avec un litre de cidre. Bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on parle du joint comme s'il n'existait qu'une seule sorte de cannabis. Le cannabis reste dans l'organisme plus de 30 jours. Ouais. Plus de 30 jours pour quelqu'un qui est sain. Donc un toxicomane ne désintoxique pas. Et l'alcool reste 6 à 8 heures en demi-vie. Ouais. Donc tout ça, c'est ce que j'explique aux jeunes et aux parents dans ce petit livre, qui est un dialogue entre mon plus jeune fils et moi. Bien sûr, c'est un dialogue à la façon de Socrate. Hein. Je me suis dit quelle est la meilleure façon de persuader, de convaincre, d'expliquer. Après, vous savez, moi, le jeune, quand il prend de la drogue, c'est son problème de prendre de la drogue. Ce n'est pas mon enfant, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un... Vous tenez à lui apporter toute l'information. Voilà. Et après, il en fait ce qu'il veut. C'est pas un livre de morale, c'est un livre objectif. Hein. J'ai appris la drogue par les toxicologues et par les toxicomanes. Et donc, c'est cette description extrêmement précise que vous faites, c'est quoi la drogue, chez Jean-Cyril Godefroy. Alors, c'est pas nouveau, vous citez Baudelaire, qui a pris du cannabis. Très peu. Et qui s'est très vite rendu compte, et qui écrit « S'il existait un gouvernement qui eût intérêt à corrompre ses gouvernés, il n'aurait qu'à encourager l'usage du hashish. » Le hashish est une arme pour le suicide, il ajoute. Incroyable. Et voilà. Et la deuxième définition de Baudelaire, le hashish appartient à la classe des joies solitaires. Il est fait pour les misérables oisifs. Vous êtes incapable de travail et d'énergie dans l'action. Vous jetez votre personnalité aux quatre vents du ciel. Et maintenant, vous avez de la peine à la rassembler et à la concentrer. Le hashish est une arme pour le suicide. Magnifique. C'est un très beau témoignage. Il a vu les écrivains de son temps autour de lui, qui sont tombés dans cette drogue terrifiante, qui est le vecteur d'entrée dans la drogue dans tous les pays du monde. Et il a vu qu'ils étaient incapables de travailler.
C'est-à-dire que le talent se perd avec la drogue. Vous savez, la vie est très agréable. Moi, j'ai 65 ans et je suis toujours enthousiaste. J'aime Dieu et j'aime la vie. Alors, je suis comblée. Bon, la vie est extraordinaire, mais elle en sera ce que nous en faisons. Oui. Alors que là, ils donnent leur cervelle, parce que c'est que du matériel, là, c'est que du corps. Hein, ils ne sont plus en relation avec l'esprit, c'est terrible. Ils donnent leur cerveau, qui est le même que celui des animaux, entre parenthèses. Le cerveau, c'est juste l'ordinateur pour l'homme. Eh bien, ils le donnent en pâture à un produit qui va s'amuser avec. Personne ne voudrait qu'on fasse ça à son ordinateur. Aucun jeune n'accepterait. On lutte contre les virus dans l'ordinateur. Oui. Absolument. Et alors, ils le font pour eux-mêmes. Et alors, ils vont perdre leur talent, leur joie de vivre. Regardez, vous vous rendez compte, ils vont en montagne pour aller se défoncer. Bon, ils peuvent se défoncer à ce moment-là dans la cave, mais c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour aller en montagne. Vous ne verrez pas les montagnes, vous ne verrez pas les couchers de soleil, vous ne verrez rien, vous ne profiterez de rien. Donc, c'est complètement idiot et absurde. Mais le président de l'organe international de contrôle des stupéfiants, OICS, qui réunit 90% des pays du monde, dit qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une explosion de drogue dans tous les pays. Tous les pays sont producteurs et consommateurs. Il n'y a plus qu'une chose, c'est que chacun choisisse d'en prendre ou de ne pas en prendre. Nous allons, vous savez, nous allons vers une catastrophe. Ça fait longtemps que je le dis, ça fait 15 ans que j'avais déjà écrit un livre. Vous avez déjà écrit un petit livre. Voilà, qui s'appelait Alors, c'est quoi la drogue? Aujourd'hui, ça s'appelle C'est quoi la drogue? J'ai enlevé le alors. Il est complètement réactualisé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons toute une classe qui prend de la cocaïne. C'est énorme. Des tas de gens de la télévision, des tas de gens, ils vont mal. Ils ont beaucoup de dépression. Leur vie est un enfer. Absolument. Leur vie est un enfer. Oui. Moi, je les connais, j'en connais plein, qui font des séjours en psychiatrie, tout ça. Et évidemment, ils ont perdu. Donc, avec la drogue, on perd toujours. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui soignent après. Et puis, ceux-là. Bon, et puis, soulignons les dangers pour l'enfant, le cerveau en évolution, en fabrication. Le corps, tout le corps, oui, tout. Qui, bien sûr. Quand un jeune garçon, une jeune fille, à 14 ans, commence à prendre du cannabis, son cerveau va se développer de façon maladive. Et en plus, ils prennent autre chose, c'est-à-dire la deuxième drogue consommée en France, c'est le poppers. Le poppers a des effets terrifiants, mais vraiment terrifiants. Nous avons des problèmes de poumons, des problèmes cardiaques, nous avons des problèmes à l'accouchement chez ces jeunes femmes qui vont accoucher, c'est-à-dire qu'elles poussent et à ce moment-là, elles vont faire un arrêt cardiaque. Elles jouent avec une roulette russe, elles ne s'imaginent pas ce qu'elles font. Donc tout ça, eh bien, je le décris vraiment dans ce livre, c'est une alerte. C'est toujours la même chose, ils en feront ce qu'ils veulent. Mais pour être heureux, c'est arrêtons la drogue. En même temps, je leur donne la solution. Il y a une phrase magnifique, celui qui ne prend pas de drogue n'est pas drogué. Ce qui veut dire que celui qui ne veut pas avoir son cancer, il l'a quand même. Celui qui ne veut pas avoir de leucémie, il l'a quand même. Mais la drogue, quand on l'arrête, eh bien, on peut s'en sortir. Beaucoup vont rester avec un handicap. Bien sûr, hein, et voilà, on perd le sommeil, on ne fait pas le métier qu'on voulait. Et puis alors, vous soulignez les conséquences sociales. 30% des accidents de la route, oui. Ça c'est une statistique de 1995, c'est énorme. Oui. C'était 30%, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est comme les cancers, on parle beaucoup du tabac, du cancer du tabac, mais tous les cancers du cannabis sont mis dans le cancer du poumon du tabac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche. Voilà. Et il y a l'augmentation de la criminalité, puisque la recherche de la drogue rend les gens fous, et donc ils tuent. Oui. Alors là, il se tue. Alors, on ne meurt pas de cannabis, on ne meurt pas en prenant du cannabis, mais on se suicide. C'est-à-dire qu'on va descendre en dépression, et pour s'amuser, parfois, on va prendre une drogue plus forte. Mais attention, il faut toujours que le jeune regarde ce qu'il a consommé au début, c'est-à-dire une fois toutes les 3 semaines ou pendant les vacances, et où il en est aujourd'hui. On ne descend jamais dans la drogue, on monte toujours. Et le principe actif, qui est le tétrahydrocannabinol, le principe actif sera toujours augmenté pour avoir le même effet. Donc c'est pour ça qu'il existe une multitude de cannabis et qu'au bout d'un certain temps, il faudra en prendre de plus en plus et de plus en plus fort. Vous soulignez aussi que la consommation de cannabis et la consommation d'alcool
peut-être catastrophique. Oui, elle va ensemble, c'est-à-dire que alors celui qui prend du cannabis déjà ne réagit plus à un alcool faible. Hein, ça augmente vertigineusement donc il va la résistance à l'alcool. Oui, oui. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont deux drogues qui se multiplient entre elles. Oui. Et donc celui qui prend de l'alcool, il a son cannabis à l'intérieur puisqu'il n'est pas évacué. Et il va pouvoir prendre une bouteille entière de vodka. Nous trouvons des alcools très forts chez les jeunes qui prennent du cannabis, ce qui est normal. Quand ils boivent leur alcool devant nous, ils ont déjà le cannabis dans le corps. Ouais. Donc ils sont en toxicomanie et non plus en alcoolisme. Et tout ça est très intéressant. Donc juste ils lisent ce livre et puis ils choisissent ce qu'ils veulent. Parce qu'attention, la planète entière se drogue. Avec risque de mort subite, de gestes inconsidérés comme se suicider, se jeter d'un balcon, et les risques de schizophrénie. La schizophrénie a augmenté de façon effrayante. Mais c'est normal et c'est très bien. Pourquoi? Parce que le prendre du cannabis, c'est ce qu'on recherche. Et quand on arrête le cannabis, la schizophrénie s'arrête. Ouais. Sauf si on prend des drogues psychiatriques en même temps. Parce qu'attention, il y a tout un marché du soin, et c'est là où j'attends le jeune. C'est-à-dire que je leur explique ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que ce livre aussi est important parce qu'il va montrer aux jeunes quels sont les dangers auxquels il peut échapper, même s'il touche de la drogue. Vous êtes contre, vous dites que les produits de substitution sont extrêmement dangereux. Ah mais ils se les injectent, on voit bien, ils se les injectent. Aujourd'hui, nous avons en Russie, c'est énorme, hein, tous ces produits qui sont des produits pharmaceutiques, qui sont en fait des dérivés d'opiacés. Les jeunes se les injectent avec de l'essence. Et ils ont des maladies, on est obligé de leur couper les jambes, enfin bon, c'est terrible. Et l'autre jour, j'ai donné une conférence dans Paris, et une dame disait qu'on allait couper les jambes de son filleul, il avait 27 ans. Et parce qu'ils font aussi ces injections avec de l'essence, ils s'injectent ça dans le corps. Donc ça, moi je trouve qu'ils sont devenus fous quand on arrive. Ils sont fous d'amour de drogue. Voilà. Hein, alors que... on n'obtient rien avec ça. Bien sûr. En face de ce drame, la pierre angulaire du combat, pour vous, c'est la famille? Ah oui, oui. De toute façon, c'est là où il faut retourner. Hein. Je pense que celui qui aime le plus son enfant, même si on ne s'entend pas avec, c'est le père et la mère. Il n'y a pas plus d'amour plus fort pour une personne qu'un père et une mère. Et je pense qu'avec une bonne connaissance, et c'est pour ça que cette association Enfance sans drogue réunit des personnes magnifiques, des femmes formidables comme Sophie Rouberti, Sophie Pellissier de Rosas, qui travaillent à 100% dans cette association, et parce que nous voulons réunir l'enfant, l'adolescent et la mère, hein, et la mère et le père. La mère s'occupe plus de l'enfant qui se drogue que le père. Le père, il est catastrophé. Oui. Il ne sait pas quoi faire. Oui. La mère a souvent plus de patience. C'est-à-dire que la mère ne baisse jamais les bras. Voilà. Mais en même temps, personne ne peut choisir que la personne qui se drogue. Bien sûr. Personne ne le fera arrêter que lui-même. Et plus on en prend, plus on a envie d'en prendre. Oui. C'est un cercle sans fin. En tout cas, merci beaucoup Marie-Christine Dwels. Ce petit livre, C'est quoi la drogue, apporte des informations merveilleuses. Il est extrêmement accessible aux jeunes. Oui. Et quand ils ont lu, ils ne peuvent plus dire « je ne savais pas ». Voilà. C'est mon piège. Merci beaucoup Marie-Christine Dwels. Ce livre est publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une prochaine séquence de L'art en beauté. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique L'art en beauté, comme je vous l'avais annoncé, j'ai réinvité Aude de Queyros, qui est graveur. Bonjour Aude de Queyros. Bonjour Anne Brassier. Vous étiez venue évoquer la mémoire et le grand talent de Philippe le Jeune. Et aujourd'hui, nous allons mettre en valeur votre œuvre à vous, Aude de Queyros, que l'on peut trouver sur votre site internet, Aude de Queyros. Et puis, nous allons mettre en valeur vos livres, parce que vous poursuivez une œuvre de critique d'art. Non. Comment est-ce que de philosophe de l'art? Non. Alors, j'essaye de raconter l'histoire
de ce qui s'est vraiment passé ces 40-50 dernières années dans le milieu de l'art, dans lequel j'ai vécu tous les jours, alors, et chronique que j'ai vu de mes yeux. Chronique artistique. Alors, ces 3 livres sont Sacré art contemporain, évêque, inspecteur et commissaire, chez Jean-Cyril Godefroy. C'est le livre qui a fait un grand bruit dans le Landerneau. L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, des révélations inédites sur l'art actuel aux éditions Erol. Et puis ce dernier livre, écrit à 3 mains, Aude de Queyros, Marie Salentin et Pierre-Marie Ziegler, 1983-2013, année noire de la peinture, chez Pierre-Guillaume. Avec un sous-titre, une mise à mort bureaucratique, point d'interrogation. Et oui, une mise à mort bureaucratique en effet, mais ce titre n'est pas sur la couverture. Et vous écrivez très joliment dans un catalogue: tout a commencé le jour même où je suis rentrée pour la première fois dans un atelier de gravure. Peut-être par atavisme, mon arrière-grand-père était peintre et graveur. J'ai éprouvé un attrait immédiat pour le miroir flamboyant du cuivre, la lumière argentée du zinc, l'obscurité veloutée de l'encre, le tranchant du burin, le bouillonnement des acides, les odeurs. Ils ont joué le rôle de révélateurs. On a l'impression que vous décrivez une chimiste. Oui, mais vous savez, à l'époque, j'étais un peu, comment dire, dans les nuages. J'avais vécu toute ma vie dans les livres, dans la littérature, dans l'art, dans les merveilles, comme Philippe Lejeune, dans les beaux paysages, dans tout ça. Et j'avais un grand besoin d'avoir les pieds sur terre, de m'incarner quelque part. Et quand je suis rentrée dans l'atelier, j'ai senti que j'entrais dans la matière. Et je pense que c'était indispensable. Je crois que j'aurais décollé si ça avait continué autrement. Et comme vous êtes très légère physiquement, vous auriez flotté dans la Voilà, je ne souhaitais pas du tout ça. Alors, et j'ai pas fait les beaux-arts à cause de ça. Ah oui. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit, j'ai fait toute autre chose pour comprendre le monde vraiment, celui qu'on touche. Et du coup, j'ai ouvert les yeux sur tout, j'ai tout voulu comprendre et tout voulu lire. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une chose bizarre qui s'est passée comme ça. Alors, évoquons peut-être vos 2 derniers livres, ou très rapidement, le premier, Sacré art contemporain. Ah non, c'était pas le premier. Le premier, c'est L'art caché. Ah, L'art caché. Bon, alors on commence par L'art caché. L'art caché, les dissidents de l'art contemporain. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, en fait, comme je vous ai dit, j'ai été un témoin direct depuis les années 70. J'ai vu au jour le jour le milieu artistique à Paris, le milieu intellectuel. Au jour le jour, j'ai lu le journal, j'ai lu tous les livres qui sortaient, j'ai rencontré des gens et j'ai été aux événements. J'ai couru voir tout ce qui se passait à Paris. Or, à un moment donné, il y avait un tel décalage entre l'histoire qui était racontée, ce que l'on voyait dans les médias et l'interprétation qui était donnée de la place de l'art en France, enfin de la scène française, que je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça ne correspond en rien à la réalité. Donc je me suis dit, puisque visiblement personne d'autre le fait, je vais essayer de raconter l'histoire et d'expliquer pourquoi il y a un tel décalage entre la réalité et disons, le spectacle qui est donné de la réalité. Alors, vous montrez qu'en effet, il y a un art contemporain qui s'expose, qui est jeté à la figure des gens, qui s'installe absolument partout, et puis un autre art caché, bien différent. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, il y a quelque chose qui ressemble à un schisme qui se produit, dont tout le monde n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a 2 définitions de l'art. Il y a la définition qui est la suite de l'art depuis les origines, c'est-à-dire depuis Lascaux jusqu'à nos jours. C'est-à-dire c'est un langage particulier qui n'est pas un langage verbal, qui est un langage d'image qui est produit par les mains de l'artiste et qui dit des choses
que le langage verbal ne dit pas. Donc, on a toujours eu la chance, en tant qu'être humain, d'avoir plusieurs langages possibles. C'était l'un d'entre eux. Et ce langage, en Occident, a évolué en permanence. Il y a de 50 ans en 50 ans, on peut dire ça, c'est du début du 18e, ça, c'est de la moitié, ça, c'est de la fin. On peut, pour le 19e, enfin, pour tous les siècles, on peut dire ça, tel siècle. Vous pouvez dater. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est le même art. Et dans le 20e siècle, et la deuxième moitié du 20e siècle, c'est pareil. Moi, je suis tout à fait capable de vous dire, tiens, ça, vous me montrez un tableau, je vous dis ça c'est 1950, entre 50 et 60, ça c'est les années 70. Il y a véritablement une transformation, une métamorphose permanente de l'art en Occident. Donc ça n'est pas quelque chose qui n'existe plus, qui est figé, qui est d'une autre époque. Simplement, la deuxième définition de l'art, qui est en fait, qui n'est pas de l'art, puisque c'est du concept, et a remplacé, a voulu littéralement dire que la peinture, la gravure, la sculpture étaient d'autrefois, étaient d'un autre temps et n'existaient plus. Voilà. Et tout est une question de concept et d'idée, et qu'en réalité, la réalité n'a plus alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une guerre culturelle très violente, qu'on appelle la guerre froide culturelle, qui a fait que il fallait absolument détruire la place de Paris pour mettre en exergue la place de New York. Oui, il y a un livre que vous ne citez pas là, qui était l'art financier. Ou non, c'est un article que vous avez écrit. Oui, j'ai écrit beaucoup d'articles. Vous avez écrit un article qui s'appelait L'art financier et qui, en effet, par ce titre, explique beaucoup. Oui, le financial art, encore mieux, puisque c'est pas une invention française. L'art financier dit bien ce que ça veut dire. Pouvez-vous expliciter? Oui. Alors, en fait, cette deuxième définition de l'art, qui n'est pas de l'art, qui est l'art conceptuel, elle a eu en 50 ans, puisque maintenant ça a plus de 50 ans, a eu des évolutions différentes. Au départ, c'est une fabrication. Alors, je n'ai malheureusement pas donné la définition de ce qu'est l'art conceptuel, mais on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, elle permet une fabrication de la valeur. De la valeur financière. De la valeur financière, oui. Beaucoup plus simple que l'art, parce qu'un artiste ne produit pas beaucoup. Oui. Et il est lié à son inspiration, et donc il est quelque chose de tout à fait imprévisible. Oui. Il ne produit pas assez pour un marché mondial, il ne produit pas non plus dans les formats qui peuvent entrer... explique qu'un certain nombre d'entre eux soient morts dans la misère. Voilà. Or, là, New York invente un nouveau système, on enferme, on prend un jeune peintre et on le fait travailler, on lui fait sortir... Non, on ne le fait pas travailler. Aujourd'hui, un peintre devient un chef d'entreprise. C'est ça. Et il va simplement inventer quelques concepts que des designers vont mettre en forme, que des graphistes vont améliorer, que des ouvriers vont produire en grand format, en moyen format, en grand format pour les musées, en moyen format pour les galeries, et après tous les produits dérivés. Et on peut faire, c'est une industrie culturelle, on peut faire de la spéculation financière à l'échelle du monde, et on peut faire comment dire, on peut faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais on crée surtout une monnaie financière. Alors ça, c'est une chose qui n'était pas tout à fait au départ. C'est quelque chose qui s'est littéralement transformé à la fin des années 90, parce que au moment où naît l'art conceptuel, comment dire, qui va être consacré à New York, c'est un système de galeries qui travaillent en réseau, qui fabrique des cotes en 2 ans dans l'international. Bon, c'est un système qui est très au point et qui va fonctionner à peu près jusqu'à l'effondrement du marché de l'art à la fin des années 80, en 1990. Parce que jusqu'à à peu près 1990, vous aviez en même temps, je dirais, un marché de l'art qui fonctionnait très bien, et un marché de l'art contemporain qui était plutôt lié aux institutions, aux musées, à l'État, etc. Et avec quelques collectionneurs qui spéculaient là-dessus, mais c'était les marchands qui faisaient la spéculation. Une spéculation, je dirais, la spéculation de papa. Et à partir à la fin des années 90, ça n'a plus été la spéculation de papa, ça a été
les collectionneurs qui ont décidé de collectionner en réseau, en satellisant les marchands, les salles des ventes, les médias. Et avec cela, en travaillant à l'échelle du monde, vous pouviez créer de la monnaie, si on peut dire. Parce que ce qui est merveilleux avec l'art contemporain, c'est que ça se dématérialise aux frontières. Vous avez le concept aux États-Unis, vous le fabriquez en Chine. Et puis après, vous vendez le concept à un autre collectionneur qui va le fabriquer dans son pays. C'est un système d'économie mondialisée absolument parfait. Pas d'économie, un système de fabrication de fausses monnaies, si on peut dire. Fabrication de fausses monnaies. Alors évidemment, vous voyez, même l'art conceptuel a beaucoup changé, parce qu'au début, il y avait un caractère assez politique. Et puis aujourd'hui, c'est devenu le support des marques. Oui. Alors, il y a cette financiarisation de l'art, et puis, vous le décrivez extrêmement bien dans les années noires de la peinture, il y a la mise en place de fonctionnaires dans l'État culturel, au ministère de la Culture, et même pour toutes les commandes religieuses dans les évêchés, de personnes qui sont, elles, très détachées de l'art, et de la beauté en tout cas. Pouvez-vous nous expliquer ça? Oui. Alors, il faut que tout le monde comprenne une chose, c'est qu'en France, à partir de 1875, l'État a décidé de ne pas s'occuper de diriger l'art. Ouais. Bon. Donc, ils ont donné aux artistes, à l'académie, aux salons, aux associations d'artistes, le pouvoir de consacrer et évidemment l'art acheté de temps en temps des œuvres pour les musées, sur le conseil des critiques, sur le conseil, du milieu de l'art. Il faisait passer aussi des commandes. Dieu sait si on a commandé des monuments aux morts, malheureusement, pendant 3 guerres. Hein. Donc, il y avait beaucoup de travail pour les sculpteurs, mais l'État ne se limitait qu'à ses fonctions régaliennes dans ce domaine. Et ça a commencé à changer un petit peu quand sous Vichy, le maréchal Pétain a pensé que l'art était important, et il a commencé à faire un tout petit début d'administration. Bon. Mais bon, après la guerre, tout ça a été oublié, et jusqu'aux années 50, jusqu'à 1958, disons qu'il n'y avait pas de direction de l'art en France. Et c'était merveilleux, parce que le monde entier est venu, à partir de 1875, à Paris, pour rencontrer ce milieu de l'art qui était exceptionnel, où il y avait tous les courants. Il n'y avait pas une avant-garde comme à New York, dans les années 50, 60, 70 et même maintenant. Il y avait des dizaines d'avant-gardes. Et puis vous aviez aussi le grand art, l'art académique, vous aviez tout. Les artistes du monde entier venaient à Paris pour apprendre le grand métier, pour fréquenter le milieu de l'art, les artistes, l'avant-garde, le bouillonnement de la pensée, des amateurs passionnés, le monde entier qui passait à Paris pour acheter de l'art. Bon, c'était la merveille divine. Seulement, évidemment, pendant la guerre froide culturelle, il a fallu arracher ça à la France, et la France y a contribué d'une certaine façon à partir de 1958, en commençant à créer une administration très importante que je ne dénigre pas pour tout ce qui est le patrimoine et pour ce qui est de l'enseignement, ou de mettre à la portée de tous la culture, ce qui me paraît absolument merveilleux et fondamental de la part de l'État. Mais par contre, ils ont voulu aussi diriger l'art. Et la chose est devenue de plus en plus importante à partir des années 70 et surtout des années 80, où il y a une prise de pouvoir et où vous avez littéralement une administration qui s'est créée de toutes pièces de l'art, avec des fonctionnaires sur mesure pour diriger l'art, qui s'appellent des inspecteurs de la création, et qui étaient choisis au début et même maintenant, surtout pas parmi des historiens d'art, parce que ça, c'était des gens trop cultivés. C'était une sélection par rapport aux gens branchés sur New York. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je dirais, la référence pour le ministère de la Culture de ce qui se fait ou ne se fait pas, c'était New York. C'était New York. Et d'ailleurs, il y a eu une tragédie, c'est que tous les ans, les inspecteurs partaient à New York avec des carnets de chèques, et ils achetaient
de l'art qui était fait dans les galeries new-yorkaises par des artistes vivant et travaillant à New York. Or, les New-Yorkais avaient exigé que pour exposer à New York, il fallait vivre et travailler à New York. Donc ils avaient volé cette chose extraordinaire qui était que les artistes venaient vivre et travailler à Paris. Oh oui, on doit vous remercier, Aude de Queyros, parce que vous avez vraiment bien décrypté toutes ces petites manipulations, ces petites... cela dit, c'est une histoire extrêmement complexe que je résume en quelques Oui, mais les auditeurs, instants, les téléspectateurs vont lire l'art caché, les dissidents de l'art contemporain, et puis les années mortes de la peinture, parce qu'on voit vraiment pourquoi... on reçoit sur la tête et dans les yeux tant de choses vilaines et on est imposé on nous impose dans des lieux aussi importants que le château de Versailles des œuvres qui ne devraient pas avoir d'existence. Ils sont là pour pas dans ces endroits-là. Ils sont là pour la cote, c'est-à-dire que la France est devenue un endroit où il faut être vu, où se fabrique la cote, parce que l'État français met à la disposition de tous ces produits financiers le grand patrimoine. C'est-à-dire que quand vous mettez Jeff Koons, disons à Versailles, en mettant l'un à côté de l'autre, la cote de Koons monte incroyablement. Voilà, exactement. Donc c'est un travail de fabrication de la valeur. Voilà. Mais je ne vois pas pourquoi la France ne sert pas ses intérêts. Parce qu'elle aurait pu, ne serait-ce que consacrer ses artistes, même contemporains, à lui. Mais la France ne défend assez peu ses intérêts dans quelque domaine que ce soit. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, merci beaucoup, Aude de Queyros. Je répète vos livres, L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, chez Erol, Sacré art contemporain, chez Jean-Cyril Godefroy, et Les années noires de la peinture, 1983-2013, et le sous-titre qui est important, Une mise à mort bureaucratique, point d'interrogation. Et puis, j'invite les téléspectateurs à aller sur le site d'Aude de Queyros et ils verront la puissance et la beauté de ces gravures qu'ils admireront, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Aude de Queyros, de Merci votre visite. Anne Brassier. Alors Olivier d'Ormesson, on vous retrouve. On rappelle que vous êtes à la fois compositeur, organiste, directeur de conservatoire et que, outre ces multiples casquettes, vous êtes aussi organiste titulaire de Saint-Jean-Baptiste à Neuilly. Titulaire, ça veut dire que l'orgue vous appartient et vous êtes évidemment un défenseur des orgues. Vous réfléchissez même à créer une association pour sauver l'orgue de votre église. Racontez-nous en 2 mots cet engagement pour l'orgue de Saint-Jean-Baptiste à Neuilly. Alors, tout d'abord, j'en suis pas le propriétaire. Pour être plus exact, le titulaire, en fait, le propriétaire de l'instrument est la municipalité, puisque l'église de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly date d'avant la loi de la séparation de l'église et de l'État. Et donc, les orgues appartiennent, en tant que bien meuble, à la municipalité. Par contre, c'est le curé qui en est l'affectataire et l'organiste a à sa disposition justement cet outil de travail, puisque les orgues, tout comme les églises, sont mis à la disposition seule et unique du culte catholique, dans le cas de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Donc je n'en suis pas propriétaire, mais j'en suis le responsable et je dois défendre ce patrimoine, m'occuper de justement faire une proposition de restauration. Enfin, c'est le travail de tout organiste lorsque son instrument est en état de dégradation, puisque comme tout objet, avec le temps et l'utilisation, les orgues s'abîment et je dois donc, j'ai même plutôt créé une association en vue d'une restauration prochaine, je l'espère, des grandes orgues de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Alors parlez-nous un peu de ces grandes orgues. Qu'est-ce
qu'elles ont de spécial? En quoi faut-il les sauver? Parce que les orgues de Neuilly ne sont pas en soi extraordinaires, mais pour le coup, elles sont quand même importantes, et vous allez nous dire pourquoi elles sont importantes au cœur des Neuilliens. Alors, une double réponse. Tout d'abord, d'un point de vue du patrimoine, Neuilly-sur-Seine possède principalement 3 églises, dont la plus grande, mais qui n'est pas historiquement la plus ancienne, qui est Saint-Jean-Baptiste, la paroisse la plus ancienne. Saint-Pierre de Neuilly possède un magnifique orgue de la firme Cavaillé-Coll, l'un des derniers sortis des ateliers du grand maître Cavaillé, qui est un très gros instrument symphonique de 3 claviers, et donc dans une esthétique romantique début 20e. L'orgue de tout récent de la paroisse Saint-Jacques, qui est un instrument de la manufacture Aubertin, mais qui est un orgue dans le style baroque français, principalement, permettant également de jouer de la musique baroque allemande. Saint-Jean-Baptiste, elle, possédait un orgue de la firme Abbey, qui a été remanié par Cavaillé-Coll, et c'est un instrument qui date des années 1850, qui a été modifié dans les années 1875 à peu près, après les désastres de la guerre de 1871, et l'instrument par la suite a été remanié considérablement dans les années 70, au moment du renouveau de la période baroque, où on a fait avec des tuyaux et des matériaux romantiques un instrument dans le style baroque. Mais on ne peut pas réellement faire un instrument baroque avec des matériaux qui ne correspondent pas à cette époque-là. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on a un petit peu bricolé, voilà, raptassé comme on dit en architecture, et que maintenant il est temps de faire les grands travaux, voilà, de mise à niveau. C'est surtout que c'est toujours le même problème. À force de vouloir améliorer par des petites restaurations, on finit par détériorer. Donc là, malheureusement, dans cet instrument, il n'y a plus grand-chose à sauver. On compte à peu près 1400-1500 tuyaux dans l'orgue de Saint-Jean-Baptiste d'époque. Nous n'en avons qu'à peu près 250-270 qui sont sauvables, et il faut repartir sur un nouveau projet. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que la question peut se poser de savoir si on garde l'instrument tel quel en faisant une restauration de ce qui nous a été confié avec les différentes facettes de son évolution, ou si on part sur quelque chose de neuf. Aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que les moyens financiers sont plus les mêmes mis à disposition des biens culturels. Nous sommes, n'oublions pas, dans une société de consommation qui va à l'encontre de la notion de patrimoine qui, lui, s'inscrit dans un souci non consumériste, mais de transmission intergénérationnelle. Et là, se pose le problème de savoir qu'en fait, restaurer un instrument qui, en fait, n'a plus de personnalité parce qu'il a été modifié à chaque époque de l'histoire, à différentes époques plutôt, en fait, coûterait plus cher, et pour un résultat qui ne serait pas satisfaisant, plutôt que de repartir sur un instrument neuf. Et alors d'ailleurs, combien ça coûte? Ça coûte un orgue neuf, et combien coûte une restauration d'un orgue ancien? Parce que vous le disiez avec beaucoup de justesse et d'intelligence en abordant cette question de la société de consommation. Pardon. Un orgue, ça coûte cher, mais c'est un investissement pour l'éternité, et les Français y sont d'ailleurs très attachés. Donc à Saint-Jean-Baptiste, donnez-nous un exemple concret, combien ça coûte? Alors, on est sur un budget pour Saint-Jean-Baptiste à peu près, on est en train de monter les dossiers. Donc on est dans les alentours de 650 000 €, je pense, pour repartir sur un projet neuf. Il faut savoir que si on gardait une grosse partie de la mécanique et de ce que l'on appelle les sommiers, c'est-à-dire qui sont d'époque, ce sont les supports sur lesquels reposent les tuyaux. S'il fallait les garder et les restaurer, on rajoute tout de suite 100 000 €. Alors que ça coûte moins cher finalement, comme ils sont très difficilement restaurables et qu'ils ont été un peu abîmés par de nombreuses restaurations, ça coûterait moins cher finalement de recréer quelque chose de neuf. Après, ce qui est passionnant avec l'orgue, c'est que c'est un instrument qui est évolutif, toujours, c'est l'un des seuls instruments qui est unique en soi parce qu'il doit s'adapter à l'architecture qui le contient. Chaque architecture d'église
ayant sa propre entité. Donc chaque orgue devant correspondre au mieux à l'église dans laquelle il est, ou au lieu, que ce soit une salle de concert, une église ou un temple, dans laquelle il va se trouver. C'est ce qui permet justement de faire un instrument sur mesure, et parfois c'est une aide aussi pour trouver de nouvelles subventions et aides. Puisque, je rappelle, la mairie, en tant que propriétaire, doit accepter de prendre en charge 25% du budget définitif, 25 autres % sont pris en charge par la paroisse, et le reste, alors on ne sait pas comment ça va évoluer avec les réformes territoriales, mais normalement sont prises en charge par le département et la région, plus des aides venant d'associations, d'où le fait la création de l'association des Amis des Grands Orgues de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en dépit de la séparation des églises et de l'État, les communes financent les lieux de culte qui leur appartiennent au nom de la continuité du culte, pour assurer le libre exercice du culte, c'est l'expression officielle. Et sur la question des orgues, il y a eu un certain nombre de jugements assez récents d'ailleurs qui ont éclairci un peu le paysage de leur financement, et il a été décidé par la justice au plus haut niveau qu'à partir du moment où l'orgue permet aussi des activités culturelles, notamment des concerts, mais également l'apprentissage de l'instrument. Et c'est vrai qu'on peut difficilement apprendre l'orgue en dehors des églises, puisque peu de conservatoires possèdent des orgues ou des grandes orgues. Et que donc, à ce titre, les communes peuvent financer une partie, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, de la restauration des orgues. On peut peut-être aussi rappeler que les orgues sont un instrument, enfin que l'orgue est un instrument extrêmement ancien, qui est présent dans les églises en France depuis très longtemps et qui parle, si j'ose dire, qui titille le cœur de nos concitoyens d'une manière quand même un peu différente des instruments profanes en général. Voilà. Et peut-être vous pourriez nous rappeler en 2 mots l'histoire de l'orgue dans l'église en France. Alors, tout à fait, parce que dans la conception du monde occidental chrétien, on associe l'orgue en fait à cette image d'instrument sacré. Or, pourtant, l'orgue n'avait pas vocation à être un instrument sacré dès son origine, pas plus qu'aucun autre, car les instruments de musique et les partitions ne sont que des vecteurs et non pas la musique en elle-même. Ce n'est qu'affaire de connotation sociale et historique par la suite. L'orgue remonte à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ et aurait été inventé par un ingénieur alexandrin. Effectivement dans les alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, on sait qu'il vient en Occident par Néron, qui découvrit l'orgue en Grèce à la fin de sa vie, en 67, et qui affectionnait particulièrement cet instrument et qui le fit découvrir à la société romaine. À cette époque-là, différents écrits nous montrent que l'orgue était utilisé dans les cirques, dans les cérémoniales impériales également. Et il faudra attendre le IIIe siècle de notre ère avant de trouver à Rhodes une inscription qui fait état de l'orgue comme utilisation sacrée en quelque sorte. C'est une inscription qui narre qu'un prêtre qui se vouait au sacerdoce de Dionysos avait payé un certain nombre de deniers le musicien en charge d'éveiller l'orgue. Donc là, c'est pour la première fois où l'on va trouver l'aspect affectif de l'instrument lié au sacré, au spirituel. Bien que païen, mais sacré voilà. Tout de suite quand même. Et l'orgue disparut totalement avec les grandes invasions barbares au 5e siècle et la chute de l'Empire romain qu'elles provoquèrent. Et il ne réapparut en Gaule qu'en 757 par un cadeau d'un empereur byzantin au roi des Francs, Pépin le Bref. Cet instrument sera détruit par la suite et on sait qu'il sera reconstitué en 826 par un prêtre vénitien de la cour de Louis le Pieux à Aix-la-Chapelle qui initia les moines de son monastère à la facture d'orgue. Et en
1873, le pape Jean VIII préconise l'orgue pour l'usage de la pratique vocale. Donc en fait, c'est à partir de la Renaissance carolingienne que l'orgue entre dans l'Église au titre d'instrument pédagogique. Et par la suite, il va s'imposer, mais en respectant des codes très strict, il sera ouvert ou fermé par des volets, en fonction des temps liturgiques. Et ce n'est qu'avec le pape Jean VIII, en 1600 exactement, dans un de ses écrits, qu'il préconise l'orgue à l'Église en lui donnant une fonction précise qui est l'accompagnement du rituel, du culte. Et c'est là qu'on voit émerger dans beaucoup d'églises en France en particulier, tous ces grands orgues généralement placés au-dessus du chœur, placés au-dessus de la porte d'entrée, enfin face au chœur. Qui s'inscrit aussi dans tout ce courant de redécoration, de réhabillage de l'Église à la suite du Concile de Trente, puisqu'on réorganise le chœur liturgique, on détruit les jubés ou les murs, les différentes séparations qui existaient, parce que toutes les églises n'avaient pas de jubé, parfois un simple rideau faisait l'affaire. On installe évidemment la chaire à prêcher, on installe souvent le banc d'œuvre qui va avec. Donc cette église complètement ouverte est dominée d'un côté par l'orgue qui donne sa magnificence, son pouvoir à l'Église, et de l'autre côté par le chœur réhabillé aux couleurs du Nouveau Testament, avec le retable qui surmonte le maître-autel. Et donc l'orgue devient un élément central à la fois d'un point de vue décoratif, on assiste souvent à une débauche décorative, en particulier sous les siècles, enfin sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, et en même temps d'un point de vue musical, puisque enfin l'Église s'habille d'un instrument qui l'habite tout entier. Voilà, il faut comprendre qu'en fait, dans la pensée de l'Église, l'orgue permet par la musique en fait, aux fidèles de rentrer activement dans le mystère du culte célébré. C'est toute l'importance de la musique dans le rituel liturgique. Mais il n'en sera pas toujours le cas, puisque avec la réforme, puis la contre-réforme, par exemple, les réformés, eux, dans un premier temps, ont rejeté l'orgue, comme ils rejetaient le catholicisme. Et ils ont voulu se dégager de cela. Par la suite, l'orgue Luther et Calvin ont d'ailleurs des mots extrêmement sévères contre la musique dans l'Église, qui pour eux relèvent du dernier paganisme, alors que, au contraire, dans la contre-réforme, l'orgue devient un élément encore plus central de l'Église. Et c'est d'ailleurs assez amusant, j'y pensais à l'instant, de voir que vous parliez de l'orgue qui révèle le mystère dans l'Église. D'une certaine manière, c'est les vitraux qui, au Moyen-Âge, avaient cette fonction, c'est-à-dire que le mystère était révélé par la vue, et désormais le mystère est révélé par un autre sens, qui est l'ouïe. Donc on est beaucoup plus dans l'émotion que dans la vue, et au moment où les vitraux deviennent blancs, puisque au XVIIe, les vitraux, et même au XVIIIe, sont très blancs, finalement, ce sens de la vue est dépassé par l'ouïe, et donc nos maîtres verriers sont abandonnés à leur triste sort, tandis que nos amis facteurs d'orgue émergent, et qu'on voit arriver ces grandes dynasties qui prendront ensuite au XIXe toute leur envergure. Voilà, c'est principalement, rappelons que Calvin fit détruire les orgues de la cathédrale de Genève, justement, à ce moment-là. Mais, et pour se démarquer, en fait, les protestants, enfin les cultes réformés, refuseront dans un premier temps l'orgue pendant le rite, au cours des offices. Mais une très grande place sera accordée à l'orgue avant et après. Et de là naîtront les premiers concerts spirituels où en fait l'organiste jouera des œuvres qui ne sont non plus liées au culte, mais au temps liturgique, donc s'inspirant de thèmes musicaux permettant quand même aux gens de se recueillir. Mais la musique d'orgue n'interviendra plus directement dans le culte. Alors que chez les catholiques, ça va être l'inverse, où principalement jusqu'au XIXe, la musique d'orgue a une fonction liturgique et rituelle très spécifique. Et au XIXe, les compositeurs romantiques décideront de militer pour une foi chrétienne en dehors du cadre du rituel et dans celle du concert spirituel qui est beaucoup plus libre finalement pour un compositeur justement de s'exprimer.
moins de Et on trouve contraintes. d'ailleurs, grâce à tout ce courant à la fois tridentin et de contre-réforme, on trouve aujourd'hui combien d'orgues en France ? Alors, en France, on est pratiquement dans les alentours, c'est très difficile à évaluer, de 8700 à peu près, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a les orgues dans les églises, les orgues dans les temples, des orgues dans les conservatoires, parce qu'on compte quand même à peu près 131 orgues, d'après le dernier recensement, d'orgues dans des écoles de musique. On trouve des orgues de salon. Il y en a quand même. C'était assez peu courant de nos jours. Il y en a quand même près de 400 qui sont recensés. Et sur les orgues dans les églises, qui nous préoccupent aujourd'hui, combien d'orgues dans les églises ou dans les temples ? Environ 90%, j'imagine, de l'ordre de 7000. Non, pas tant que ça. C'est d'ordre de... C'est pratiquement 4000 instruments qui sont dans les églises. 4000 instruments, ça veut dire que 10% des églises paroissiales en France ont un orgue, ce qui est finalement assez faible au regard de l'impression qu'on peut avoir, surtout quand on est parisien, de débauche d'orgue dans toutes les églises. En réalité, l'orgue est beaucoup plus rare en province. Sur l'île de France, il n'y a que 777 orgues. Mais c'est quand même une très grande partie des orgues de France. C'est l'Alsace qui possède le plus grand nombre d'instruments, où on recense plus de pratiquement 1400 instruments, si ma mémoire est bonne. Et alors combien sont classés monuments historiques ? Alors en tout, quand on parle de monuments historiques, on a à la fois le buffet, on a des orgues qui sont classés pour leur buffet uniquement, mais pas la partie tuyauterie ou mécanique. Alors, le buffet, c'est la partie décorative. Voilà, décorative. Et on a des instruments qui sont classés uniquement pour la partie mécanique et la tuyauterie, et pas pour le buffet. Et là, on compte dans les alentours de 1400 instruments qui sont classés. Alors là, dans ce chiffre, et regrouper les deux types de classements, donc confondus. Alors, le temps malheureusement de notre chronique arrive à son terme et on est désolé parce qu'on aimerait vous écouter et échanger avec vous pendant des heures entières, des journées entières sur TV Liberté. Mais pour terminer, s'il y avait un orgue sur lequel vous rêveriez de jouer, lequel serait-ce et pourquoi ? Ah, lequel serait-ce ? Bon, c'est un orgue. J'ai une affection particulière pour l'orgue de Saint-Antoine des 15-20, qui était un des orgues du baron de l'Épée, qui avait été construit pour son hôtel particulier à Paris et vendu pour tapage nocturne, parce que les voisins du baron de l'Épée se plaignaient d'entendre des ouvertures de Wagner jouer à 3h du matin. Et cet orgue se retrouve aujourd'hui dans l'église Saint-Antoine des 15-20 à Paris, dans le 12e. Et c'est un orgue où j'ai eu le plaisir de passer le plus grand temps de ma scolarité au conservatoire, puisque mon professeur Éric Lebrun est titulaire de cet orgue et que j'ai passé bon nombre de mes prix, fait mon premier enregistrement là-bas. Et que c'est un instrument qui pour moi est d'une très très grande poésie et qui est encore globalement dans son jus, avec relativement peu de restaurations qui sont venues ombrager la qualité de l'instrument. Merci beaucoup, Olivier d'Ormesson. On vous invite donc tous à aller visiter ou revisiter la chapelle des 15-20, où moi-même je suis allé vous entendre d'ailleurs une fois, mon cher Olivier d'Ormesson. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On était ravis de faire un tour de France et du monde un petit peu rapide des orgues avec vous, mais on se retrouvera probablement pour une autre émission sur les orgues à la rentrée. On vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle émission de Perles de Culture.